Bien sûr de l'Atrium, de la municipalité. Nous sommes très heureux, cher Bernard Lévy, bienvenue à Chaville, d'être avec vous ce soir. Anne-Sophie Mézadieu a dit à peu près l'essentiel de votre brillante carrière de philosophe, mais aussi d'homme engagé dans la cité, de réalisateur. C'est autour d'un film que nous nous retrouverons ce soir, Une autre idée du monde, qui fait suite d'ailleurs à de nombreuses autres productions cinématographiques depuis votre engagement aux côtés des Bosniaques en 1993. Il y a eu ce film Bosna en 1994. Il y a eu d'autres films ensuite, notamment ceux qui relatent votre engagement aux côtés des Libyens en lutte contre la tyrannie kadhafiste, notamment le Serment de Tobrouk. On va évoquer évidemment une grande partie de votre œuvre littéraire, œuvre cinématographique. On va évoquer aussi le livre qui est votre carnet de bord d'une année confinée, mais vécu, vous, comme un homme déconfiné, sur la route des hommes sans nom, qui est paru un tout petit peu avant la sortie sur les écrans de votre film, aux éditions Grasset, votre éditeur habituel. Mais avant tout, j'ai envie, au fond, de commencer cette rencontre par l'évocation de quelqu'un qui a beaucoup compté dans la structuration de votre pensée, de votre trajectoire d'intellectuel engagé. C'était Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, dans une œuvre célèbre, il réclame justement de l'écrivain engagé qu'il soit celui qui soit capable de regarder l'horreur en face. Regarder l'horreur en face, est-ce que c'est ça, au fond, la devise de Bernard-Henri Lévy ? D'abord, ma joie aussi d'être ici et de d'inaugurer cette reprise des événements culturels dans cette belle ville de Chaville. Je suis assez peu coutumier de ce genre de performance, je n'ai jamais trop le temps, mais c'est vrai que l'idée, après cette année et demie d'enfermement, de confinement, l'idée d'accompagner la mairie, monsieur le maire, Jean-Jacques Guillet, sa première adjointe, Françoise Guillet, que je connais depuis une amie de très ancienne date, tout ça m'a fait plaisir, voilà. Et je suis donc très heureux de vous retrouver dans ce beau théâtre. Alors, regardez l'horreur en face, oui, bien sûr, ma devise, je dirais peut-être pas la chose ainsi, mais un des principes qui m'ont guidé depuis toujours, certainement oui. Et c'est vrai qu'il y a toute une tradition de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des savoirs, qui consiste à dire le contraire, qu'il ne faut précisément pas la regarder en face, qu'il faut tout faire pour l'effacer, l'occulter, consoler les humains, lui donner un sens, même quand elles semblent ne pas en avoir, fabriquer des discours théologiques ou des discours philosophiques qui permettent de réduire ce qu'elle peut avoir d'insupportable. Toute la tradition occidentale a été construite autour de ces entreprises-là. Et c'est vrai que pour ma part, depuis ma jeunesse, je pense exactement l'inverse. Voilà. Les intellectuels ne sont pas là pour consoler les humains, ils ne sont pas là pour enrober le malheur, ils ne sont pas là pour dorer la pilule de leurs frères humains en leur disant c'est pas si grave, c'est pas si tragique, vu d'un certain point, ce qui apparaît à première vue horrible a une sorte de sens caché. Depuis mes tout débuts, en effet, j'ai pensé et agi exactement contre ça. Voilà. Et là, dans ce film que certains d'entre vous ont vu, puisque ce film qui a été produit donc par Christina Larsen et Les Films du lendemain a été coproduit par la région Île-de-France, France Télévisions et Canal+, donc on l'a vu à la télévision déjà beaucoup. Et il a été projeté à Chaville, donc hier après-midi. Vous l'avez vu hier après-midi à Chaville. Donc ceux qui l'ont vu, soit ici, soit, ce qui serait d'ailleurs les conditions idéales,
soit à la télévision, savent que j'ai réalisé ce film en haine de l'idée qu'il faut enjoliver la douleur des hommes. Je crois qu'il faut la montrer, qu'il faut aller au-devant, qu'il faut qu'elle intervienne dans notre salle à manger, dans nos écrans de télévision, et que c'est à ça que peut servir un reporter, un journaliste, un cinéaste ou un philosophe anglais. Alors on va entrer dans le détail, bien sûr, du film, des scènes, des zones de guerre pour certains oubliées, pour d'autres minorées, sur lesquelles vous vous rendez avec vos équipes, avec votre caméraman, avec les équipes. Évidemment, c'est un film passionnant, hein, c'est une sorte de road movie de la géopolitique contemporaine, mais avant peut-être encore une précision. Vous avez fait plusieurs films de guerre, hein, on évoquait Bosna en 1994, on évoquait aussi cette série que vous étiez allé vendre aux dirigeants du monde de l'époque sur les guerres oubliées, c'était donc il y a maintenant 20 ans. Pourquoi ce désir, au moment où le monde va se confiner sous l'effet de ce virus venu de Chine? Pourquoi ce désir, vous, de vous déconfiner d'abord, et d'aller justement sur le théâtre de ces nouvelles guerres oubliées, Bernard-Henri Lévy? D'abord, les guerres oubliées, en effet, pour moi, c'est une vieille histoire, et rien ne m'est plus insupportable que cette idée d'une hiérarchie entre les malheurs, des guerres archi-couvertes, quasiment brahmaniques, et puis des guerres... qui seraient sous les radars, en quelque sorte. Sous les radars et intouchables. Ouais. Ce partage-là m'est insupportable. L'idée, par exemple, qu'il suffise qu'il y a des régions du monde où un incident de frontière peut déclencher la une de la presse mondiale. Je pense par exemple à Gaza, au Proche-Orient, et encore, pas tout le Proche-Orient. Et puis l'idée qu'il puisse y avoir au même moment des guerres qui font des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, parfois peut-être même un peu plus de victimes, et que celle-là n'aimante en rien l'attention mondiale, cette idée m'est odieuse. Je pense qu'il y a là une insulte à l'humanité des autres, une insulte à l'intelligence de nous, et donc j'ai passé mon temps, depuis cette époque du journal Le Monde, en effet. Je me rappelle d'ailleurs très bien, l'histoire a été... Enfin, je peux vous en dire un mot, cher... Il y avait une réticence du directeur de la rédaction qui disait... C'est pas exactement ça. Quand même, elles ne sont pas si oubliées que ça. Hein. Le directeur de la rédaction, qui s'appelait Edwy Plenel, du Monde, on est en 1999 ou 2000, me dit, voilà, on a décidé avec mon patron Jean-Marie Colombani d'essayer de renouer avec la grande et belle tradition des écrivains reporters, Hemingway, Malaparte, etc., etc. Est-ce que tu accepterais d'être de l'aventure? Et moi j'ai tout de suite, comme une sorte de réflexe, j'ai tout de suite répondu oui, mais à une condition. C'est justement de ne pas faire le 14e reportage sur la Cisjordanie, sur Gaza, sur machin, pas aller dans les endroits où déjà il y a foule. Et donc la condition que je mets, dis-je ce jour-là à Plenel, c'est que nous choisissions ensemble les 4, 5, 6, 7 guerres que vous n'avez au journal Le Monde jamais couvertes et dont le compteur affiche tout de même, minimum 100 000 morts. Et je me souviendrai toute ma vie, Plenel me dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le journal Le Monde ne peut pas ne pas couvrir une guerre qui a déjà à son débit des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Et je lui dis, chiche, donne-moi 24 heures. Et 24 heures après, je lui reviens, je reviens le voir, je lui dis, je suis vraiment désolé, mais voilà, il y a 6 endroits dans le monde où des guerres font rage depuis des années et des années, qui n'intéressent personne, qui ne vous intéressent pas, et donc, puisque vous semblez au journal Le Monde tenir un tout petit peu à moi, eh bien on va parce que vous me prêtez un tout petit peu de crédit, parce que vous pensez que vous avez quelques lecteurs qui peuvent
être attiré par ma signature, on va se servir de ça pour parler pour la première fois de ces guerres dont vous ne parlez jamais. Donc c'est comme ça que ça commence. À l'époque, vous braquez le projecteur, c'est vrai, sur des guerres oubliées dont vraiment personne ne s'occupe. Chez les journalistes, il faut dire la vérité, hein, notamment les Monouba, par exemple. Les Monouba, dont personne n'avait jamais entendu causer, le Burundi, où il y avait... Enfin, tout ça, c'est du passé, mais enfin, passé qui est parfois encore présent. Passé qui est encore présent, justement. Burundi qui était un petit Rwanda. Et comme le système du spectaculaire intégré avait le sentiment d'avoir déjà donné pour le Rwanda, il s'est dit c'est pas la peine de donner, c'est la même chose. Je sais pas ce que disait le système du spectaculaire intégré, mais il devait se dire un truc de ce genre. Donc voilà, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin cette année-là, l'année 2000, et j'ai passé l'année 1. Cette année, c'est un peu la même chose. Je rencontre un grand directeur de la rédaction d'un hebdomadaire qui donc Olivier Royan, hélas aujourd'hui disparu. Olivier Royan, voilà, qui me dit la même chose que Plenel 20 ans plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on ne referait pas les reportages, les écrivains reportent? Et puis je lui ai dit, comme je suis un garçon assez constant, je lui ai tenu le même discours. Je lui ai dit oui, mais à condition que j'aille dans des endroits où vous n'êtes pas allé depuis 10 ans. Même si on est allé partout, bah écoute, non. Vous n'êtes pas allé en Somalie, à Mogadiscio, personne n'a remonté les 500 km de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, et ainsi de suite. Voilà. Personne n'est allé depuis 10 ans au contact des talibans, etc. Et personne, alors pardonnez-moi de vous interrompre, mais personne évidemment n'a braqué le projecteur avec l'efficacité et le courage qui sont vos marques de fabrique sur de véritables génocides complètement occultés, complètement passés sous les radars de l'actualité telle qu'elle est mise en scène dans les médias mainstream. Il y a dans votre film des pépites, notamment cette rencontre avec Juma et Victor, une femme nigériane, chrétienne, victime des milices Fulani, qui sont en gros une émanation du groupe terroriste islamiste Boko Haram, mais une émanation un peu diffuse. Et cette femme a subi un véritable calvaire. Dans le film, elle est présente, vous l'interviewez. On sait aujourd'hui d'ailleurs qu'elle est morte, elle a été assassinée après avoir été amputée. C'est ça aussi pour vous, la conception de l'intellectuel engagé. C'est celui qui va voir derrière le miroir de l'actualité médiatique. Voilà. Et oui, voir dans les choses plus que les choses, Victor Hugo, bien sûr. Ça, c'est extrêmement simple. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que l'histoire de ce film a commencé. D'ailleurs, je reçois la visite d'un Nigérian, d'un chrétien du Nigeria, et qui vient me raconter une histoire absolument ahurissante. Qu'il y a au Nigeria, le pays le plus riche d'Afrique, l'un des pays les plus vastes, je crois d'ailleurs, un massacre qui fait des quantités de morts tous les jours, qui n'est pas réductible à un conflit tribal, ethnique, machin, qui est une guerre religieuse, où les hommes sont ciblés, sont découpés à la machette à cause de leur religion, parce qu'ils sont chrétiens, et personne n'en a entendu parler. Et c'est vrai que je suis absolument ébahi quand il me dit ça. Et donc, j'appelle à ce moment-là ma productrice d'aujourd'hui, Christina Larset, et je lui dis, écoute, il se passe un truc ahuri. Et je vois Olivier Royan, directeur d'hommage d'une part, il se passe un truc, si c'est vrai, c'est incroyable. Tout le monde parle des chrétiens d'Orient, à juste titre, tout le monde parle d'un tas de choses. Il y a un petit Rwanda, enfin un Rwanda en préparation, qui bout à feu tout et personne n'en parle. Alors personne n'en parle parce que c'est très difficile d'accès, ouais. Parce que c'est en effet pas de tout rose, c'est Boko Haram, c'est tout ça, et voilà. Et là, c'est vrai que le défi m'intéresse, quoi, le défi moral, pas d'abord le défi en tant que tel, le défi physique m'intéresse aussi, mais le défi moral. Aller voir ce que personne ne veut voir, aller parler de ce dont personne ne veut parler et en rapporter des images m'intéresse au plus haut point. Et ce sont des images, évidemment, qui sont complètement décapantes et bouleversantes pour chacun de ceux qui les ont vues parmi nos auditeurs et qui les verront. Bien sûr,
on peut le penser. Mais alors justement, au moment où vous rapportez ces images, où vous publiez, tant par Image, l'article consacré à ce génocide oublié, vous vous êtes étonné. Vous avez dit, mais quand même, vous avez fait plusieurs émissions pour parler de cet article, et vous vous demandiez, à l'époque, pourquoi si peu de défenseurs attitrés des chrétiens d'Orient ne s'emparaient de cette cause-là, pourtant si importante. Comment vous expliquez? C'est quoi? C'est de la peur, de la pusillanimité, de l'indifférence, parce que c'est le continent africain? C'est quoi les raisons de ce délaissement? Un, parce que c'est l'Afrique. Deux, parce que le Nigeria est un État archi-puissant, avec des moyens de pression. J'ai même vérifié leur capacité de nuisance et leur propension à menacer. 3, parce qu'on entre à ce moment-là dans le confinement et que l'Occident se claque mur, qu'on nous explique que pour être solidaire du reste du monde, il faut surtout s'enfermer derrière portes et fenêtres et ne surtout plus aller regarder ce qui se passe ailleurs. Enfin, il y a toute une série de raisons. 4, parce que les gens de Boko Haram sont vraiment ce qui se fait sans doute de plus énorme dans le genre fou furieux. Voilà, il y a une série de raisons qui font ça. Et puis parce qu'il y a une espèce de loi de l'historico-mondial, quoi. Il y a des conflits où les gens... C'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 40 ans, à l'époque des grandes idéologies, mais ça le reste quand même. Il y a des lieux du monde où on a l'impression que l'esprit du monde souffle, que l'avenir du monde se joue, que des grandes puissances s'affrontent, que l'équilibre de la planète tient ou est au contraire en péril. Et ces malheureux Nigérians, ces chrétiens du Nigeria, au fond, et c'est l'une des choses qui me révoltent aussi intérieurement le plus, qu'ils survivent ou qu'ils disparaissent, n'a strictement aucune importance pour l'ordre du monde, pour ses intérêts, pour ses grands équilibres. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Les gens des monts Nouba au sud-Soudan, il y a 20 ans, c'était la même chose. Et quelques autres exemples. Alors on va venir évidemment dans un des épicentres qui est beaucoup évoqué dans votre film, un des épicentres géopolitiques beaucoup plus examinés par nos contemporains, à savoir le Moyen-Orient au sens large, le Grand Moyen-Orient et l'Asie centrale. On va y venir dans un instant. Mais restons justement sur les guerres totalement oubliées. Il y a des scènes du film totalement frappantes, toujours en Afrique, dans un pays, la Somalie, où vous êtes retourné à Mogadiscio. Alors Mogadiscio, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui a changé dans cet État effondré depuis que le réalisateur Ridley Scott a filmé, dans un film célèbre, La chute du Faucon Noir, la débâcle américaine face aux islamistes de Mogadiscio en 1993, Bernard Lévy? Ce qui a changé, c'est deux choses. D'abord, c'est que les islamistes ont vraiment pris le pouvoir. C'est un autre État taliban. Voilà. Ils sont là, ils tiennent pas Mogadiscio, mais ils tiennent certains quartiers de Mogadiscio et ils tiennent le pays. Donc il s'est passé ça. Un mouvement islamiste, affilié à la branche locale d'Al-Qaïda, qui tient tous les leviers du pouvoir. Première chose. Et la deuxième chose qui a changé, c'est que par rapport au film de Ridley Scott, et dans l'indifférence alors absolue du monde, pour le coup, Mogadiscio, honnêtement, on peut vérifier sur YouTube, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu les reportages, ils ne se comptent même pas sur le doigt d'une main depuis 20 ans. Mais c'est l'exemple assez incroyable d'une société, d'une communauté humaine absolument effondrée. C'est-à-dire que, vous avez vu les images, il n'y a rien qui fasse lien entre les humains. C'est-à-dire c'est un paysage de destruction, c'est un paysage de ravage absolu, une barbarie à fleur de terre, des rapports humains réduits
conduit soit au clanisme, soit à la sauvagerie extrême, l'impunité totale pour les sauvages. Voilà, c'est un cas très rare, où vraiment une société, j'ai vu beaucoup d'exemples dans ma vie, hein, de sociétés au bord d'imploser, de situations critiques. J'ai fait des reportages chez les FARC colombiens, chez les paramilitaires de Colombie, je suis allé voir les narcos au Mexique, je connais les zones de non-droit, je sais comment ça. Mais là, à ce point-là, c'est le non-droit absolu. Voilà, c'est plus une société, c'est autre chose. C'est une espèce de version chaotique de la post-humanité cogévienne. Voilà, d'Alexandre Kojève. Hein, Alexandre Kojève, théoricien de la fin de l'histoire, il disait quand il n'y aura plus d'événements, quand il n'y aura plus de grands enjeux historiques, l'humanité sera devenue une fourmilière ordonnée. Bon, c'est une hypothèse. Et puis l'autre hypothèse, c'est Mogadiscio et quelques autres endroits du même genre, où c'est une fourmilière chaotique, quoi, où les hommes redeviennent absolument des loups pour les autres hommes. C'est un spectacle très impressionnant. C'est très 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 curieux, hein, c'est horrible. Et ça vous obsède, c'est vrai. On en fait des cauchemars. Et ça vous obsède depuis la pureté dangereuse, hein, depuis que vous avez réfléchi à la manière dont un lien social se détruit. C'était votre première analyse de ce qu'on appelait à l'époque le phénomène intégriste, hein, d'ailleurs. Pour moi, il y a deux vraies questions. C'est d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un lien social tient? Cette espèce de chose. Et pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il tient, il faut voir des univers où il a craqué. Et là, on a le négatif. Il faut avoir l'expérience, il faut vivre ce moment de l'histoire des hommes où plus rien ne les relie les uns aux autres, où plus rien ne leur interdit de s'entretuer, où on tue comme on déboise. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai que depuis 20 ou 25 ans, j'ai publié un livre, il y a presque 30 ans, en effet, en 1994, qui s'appelait La pureté dangereuse, et qui était, je crois, en langue française en tout cas, le premier essai de réflexion philosophique sur la question de l'islamisme radical et de ses bases philosophiques, c'est-à-dire la volonté de pureté. Voilà. Donc il y a les deux choses. L'islamisme, le fondamentalisme, la volonté de pureté qui y préside, c'est vrai que c'est une des questions les plus obsédantes pour moi depuis 30 ans, et hélas, ça ne s'arrange pas. Et les quelques intuitions que je pouvais avoir à l'époque des puretés dangereuses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles se vérifient. Et puis l'autre chose qui m'obsède, c'est ça, ce mystère qui fait que des assemblages humains peuvent à peu près tenir. C'est quoi? C'est pas la loi, c'est pas le pouvoir, c'est pas la bonté native des hommes, c'est autre chose. Et cette autre chose, on le mesure, on en prend on le saisit, un peu comme le bonheur. Hein. Le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va. Hein. Voilà. On reconnaît, on voit quand ce lien social craque. Et avec votre équipe, Bernard Lévy, donc tout au long de l'année 2020, vous êtes allé caméra au point, caméra à l'épaule, chercher justement à comprendre comment ça se passe quand un lien social se délite. Alors beaucoup de gens critiquent, et c'est la rançon aussi de vos engagements, on ne peut pas vous retirer une certaine constance justement dans l'analyse du monde. Il y a donc maintenant 4 ans, vous avez publié un essai qui a fait beaucoup de bruit, L'Empire et les 5 rois, où vous dénonciez justement l'apathie ou la faiblesse des démocraties occidentales face au retour des grands empires, l'Empire russe, l'Empire turc, peut-être l'Empire saoudien, on y viendra dans un moment, l'Empire chinois, bien sûr, hein, qui commence à miner un certain nombre de continents, dont le continent africain. Et ça, c'est sûr que dans le film, dans une autre idée du monde, il y a aussi, évidemment, une réflexion sur ces abdications de l'Occident, sur ce que vous appelez ces Munich silencieux. Alors, on ne va pas commencer par le Munich auquel tout le monde pense, on va y venir, c'est le Munich, bien sûr, de l'Amérique en Afghanistan, qui est présent dans le film, naturellement, au travers de votre relation d'amitié avec le fils
du commandant Massoud, Ahmad Massoud, mais on va commencer par un autre Munich tout à fait saisissant. C'est le désinvestissement complet des démocraties occidentales dans le soutien à ces sentinelles de la liberté que sont les combattantes et les combattants kurdes. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pareil, hein. Quand vous donnez votre amitié, vous ne la retirez pas. Ça fait 5 ans que vous les soutenez, vous leur avez consacré un film, Peshmerga en 2016, vous les avez jamais lâchés, et là vous les retrouvez, on peut le dire à nos auditeurs, c'est des images très poignantes, au fond on a l'impression d'un abandon progressif, et vous vous dites, voilà, on les laisse tomber, et Daesh va revenir, la Turquie va s'installer, qu'est-ce qui se passe? Merci en tout cas. Si les images vous ont ému, ça me fait plaisir et ça fera plaisir à mes caméramens qui en sont les auteurs encore voilà, plus responsables que moi. Oui, enfin, on en est en tout cas les co-auteurs, Marc Roussel et Olivier Jacquin, qui ont filmé tout ça, ces moments de solitude, en effet. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe en gros, le Kurdistan d'Irak, Kurdistan de Syrie, c'est les gens qui ont lutté à côté de nous, et en vérité bien souvent à notre place, contre Daesh depuis 2014. Ils luttent depuis bien plus longtemps que ça, ils ont été victimes de tentatives de génocide par Saddam Hussein en Irak, ils ont été massacrés par les tyrans successifs en Syrie. Bon, ça fait des décennies que ça dure. Le proverbe le plus connu chez les Kurdes, c'est que un Kurde n'a qu'un ami, c'est les montagnes. La montagne où il va se cacher quand la racaille génocidaire se pointe. Donc les Kurdes, c'est ça. C'est ces hommes qui se battent depuis toujours, qui se battent à nos côtés depuis 5 ans, qui incarnent quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire à l'intérieur du monde de l'islam, les valeurs de laïcité, d'égalité entre les hommes et les femmes et de tolérance à l'endroit de toutes les religions. Kurdistan, en gros, c'est ça. Et ça, c'est assez incontestable. Donc c'est très important dans le grand jeu que mènent les démocraties, dans leur corps à corps avec l'islamisme radical. C'est tellement important que les Kurdes existent, que les Kurdes survivent. Justement, on pourrait se dire, depuis 5 ans, les démocraties, la France, les États-Unis, d'autres acteurs européens d'importance, comme l'Allemagne, auraient pu pousser pour que Kurdistan irakien et Kurdistan syrien se réunissent sous la forme d'un État. Or, ils ne l'ont pas voulu. Or, on entend même, et là vous les renvoyez dans leur cordes, beaucoup de spécialistes de diplomatie, de géopolitique, etc., qui disent « Ah non, il ne faut surtout pas un État kurde démocratique et laïque, ça va foutre la merde au Moyen-Orient. » Ça va énerver Erdogan, ça va énerver le guide suprême iranien, ça va agacer Vladimir Poutine, et ça va agacer le Qatar. Voilà, en gros, et ça va pas faire plaisir aux Chinois. Ben oui, mais c'est bien ça que montre aussi, par-delà les images émouvantes, que montre ce film, c'est que les grandes démocraties, enfin les pays où la démocratie est installée, c'est-à-dire en Occident, elle existe ailleurs, elle existe partout, la démocratie. Il y a des femmes et des hommes, y compris à Mogadiscio, qui croient en la démocratie. Mais enfin, ceux où la démocratie est majoritaire ont cessé d'y croire, sont en recul, baissent pavillon devant les braillards, ont peur de leur ombre, préfèrent vivre à genoux que prendre le risque d'être visé debout. Voilà, donc c'est la situation malheureusement des démocraties, et c'est ce qui fait que je parle d'un Munich planétaire ou d'un Munich américain dans le cas de l'Afghanistan. Ce qui est très, très triste, parce que Munich était une spécialité européenne, hein, comme vous le savez, notamment française. Et notamment française. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons sans doute la 3e grande crise de l'idéal démocratique. Hein. Il y a eu une grande crise dans les années 10 du XXe siècle,
à la fin de l'affaire Dreyfus. Il y a eu une grande crise dans les années 30 du XXe siècle. Nous vivons là, sans doute, la troisième crise. Mais je crois qu'elle est beaucoup plus généralisée aujourd'hui qu'elle ne fut dans le passé. Et que la démoralisation des valeurs démocratiques n'a jamais été aussi spectaculaire qu'aujourd'hui. Alors, c'est pas donc le film porte témoignage de ça. Alors, c'est pas dans le film, mais comme on évoque le Moyen-Orient, le grand Moyen-Orient, le chaudron du monde sur lequel les yeux de beaucoup de nos contemporains sont braqués, on peut quand même évoquer une puissance qui était dans votre livre sur les empires, c'est l'Iran. L'Iran est inquiétant à de multiples titres, et notamment, comme chacun de nos auditeurs de ce soir le savent très bien, par la course à l'atome. Ils vont avoir l'arme nucléaire, c'est une question de mois ou d'années. Alors d'abord, vous demandez, Bernard Lévy, à titre personnel, qu'est-ce que ces perspectives vous inspirent? Est-ce que c'est une perspective pour vous effrayante? Mais vous demandez aussi si vous avez le sentiment que, par exemple, les Américains, l'Amérique de Biden, est à la hauteur du défi et n'a pas tort, au fond, d'opposer une fin de non-recevoir à ceux qui, comme Israël, par exemple, seraient pour une politique de beaucoup plus grande fermeté face à ces activités terroristes et atomiques. D'abord, l'Iran, il y a la perspective effrayante de l'accès à l'arme nucléaire, et puis il y a le terrorisme. Et il y a la réalité effrayante aussi de la répression quotidienne de chaque instant contre les femmes qui prennent le risque de marcher dévoilés, contre les journalistes iraniens, contre la société civile en formation dans ce pays extraordinaire, héritier d'une civilisation immense qu'est l'Iran. Donc ils ont tout, les Iraniens, si j'ose dire. Hein, tout. Et je crois en effet que, comme pour le reste, comme pour toutes les situations que nous avons trop rapidement évoquées, je crois que les États-Unis d'aujourd'hui ne prennent pas la mesure de l'énormité de l'enjeu. Et ils ne prennent pas la mesure non plus d'ailleurs du système d'alliance qui est en train de s'organiser face à eux. Parce que, en effet, vous évoquiez ce livre, j'ai écrit il y a quelques années, L'Empire et les Cinq Rois. La réalité d'aujourd'hui, c'est que les Iraniens sont alliés, malgré des rivalités historiques très anciennes, aux Turcs, sont alliés, malgré des rivalités d'empire, aux Russes, enfin à la Russie poutinienne, sont financés par certains États, micro-États, méga riches, arabes, et sont baqués par l'Empire chinois, et tout ça crée une espèce de front antidémocratique, anti-occidental et anti ce que l'Occident peut avoir de meilleur, c'est-à-dire, il a aussi des défauts l'Occident bien sûr, naturellement, enfin le goût de la liberté et le respect de la démocratie, qui rend la situation d'aujourd'hui incroyablement périlleuse et explosive. Voilà. Donc je crois que si vous voulez, la lâcheté, elle est toujours moralement répugnante, mais elle peut être extraordinairement dangereuse en termes de pur réel politique, en termes de pur intérêt. Mais alors justement, Bernard Lévy, je crois qu'on n'a jamais intérêt à être veule. Alors justement, Bernard Lévy, on revient à l'intérieur de votre très beau film, Une autre idée du monde, dans les séquences que vous consacrez à un pays que vous avez aimé depuis vos débuts, le royaume de l'insolence, l'Afghanistan. Vous avez été l'ami, vraiment le compagnon de combat, vous avez été un de ses principaux relais dans les médias occidentaux, c'était le commandant Massoud. Aujourd'hui, vous êtes l'ami, mais vous êtes aussi le relais dans les médias occidentaux, parfois même dans les chancelleries, de son fils, qui est un combattant du Panchir tout à fait valeureux et tout à fait déterminé, Arman Massoud. Aujourd'hui, où en est-on? Parce que vous êtes en contact avec lui. Où en est-on 2 mois après le retrait américain, l'installation bien sûr du régime taliban, plus rapidement qu'on ne l'avait imaginé dans la capitale Kaboul? Est-ce que le Panchir arrive à résister? D'abord, en effet, moi ce qui me plaît, c'est pas tellement les combattants, c'est bien sûr les combattants valeureux, mais ce qui me plaît encore plus, c'est quand une femme ou un homme
n'ont pas été fabriqués pour ça, n'en ont pas le goût, parfois même en ont horreur, mais font la guerre quand même. Alors il y a beaucoup de gens l'an dernier qui disaient, au fond, il n'est pas dans le costume, hein, le jeune Ahmad Massoud. C'est ce qui est magnifique. Le jeune Ahmad Massoud, il est tout à fait exemplaire de ces gens qui font la guerre sans l'aimer, parce que c'est un intellectuel, c'est un jeune homme qui a 32 ans, qui aime deux choses au monde. C'est regarder les étoiles, parce qu'il est diplômé d'une grande école anglaise d'astrophysique, et planter des roses, faire des jardins, comme son père le commandant. Il aime les étoiles et il aime les fleurs. Et ce qui est tout à fait admirable, c'est qu'il a décidé, pour un tas de raisons qui sont indiquées dans notre film, il a décidé de reprendre l'héritage, d'assumer l'héritage de son père et d'être celui qui dira non à l'ordre de faire des talibans. Donc c'est ça qui est très impressionnant, parce que les chefs de guerre, il y en a plein, j'en ai vu. J'ai fait il y a 20 ans un rapport pour le président Chirac à l'époque sur l'Afghanistan, le premier Afghanistan après la chute des talibans. J'avais vu les chefs de guerre, Rachid Doston, le warlord, Ismail Khan, le warlord de Banyan qui s'appelait Khalidi. Bon, ça m'épate pas. En revanche, un jeune astrophysicien, intello, pas formaté pour ça, qui prend les armes et qui le fait avec courage, ça je trouve ça magnifique. Alors où est-ce qu'on en est? On en est que l'Occident et notamment les États-Unis ont fait une erreur absolument colossale, que sous prétexte d'arrêter une guerre interminable qui coûtait trop cher, ils vont se retrouver nous allons se retrouver face à une situation qui va nous coûter infiniment plus cher à tous les titres, les plus en termes d'argent et en termes, hélas, je le crains, de drames et de tragédies, peut-être pas très loin de nous. Donc, on est face à une erreur géopolitique colossale, assez sans précédent, je crois, d'ailleurs, dans l'histoire de la diplomatie. Un grand pays qui, sans aucune raison, décide de baisser pavillon, de s'en aller, de plier bagages, de ne plus tenir sa parole, de se décrédibiliser aux yeux du monde. Depuis l'histoire ancienne jusqu'à aujourd'hui, on a rarement vu un tel exemple de forfaiture. 1. 2. Les talibans ont pris le pouvoir, mais il me semble, d'après les informations en effet qui me parviennent, les coups de téléphone que je m'arrive de recevoir, les appels, qui sont incapables de l'exercer. Et voilà, c'est des bons terroristes, mais c'est des mauvais soldats, et c'est surtout des mauvais administrateurs. Donc ils sont probablement déjà en train de se déchirer. Ils n'ont pas changé, contrairement à ce que disent les experts insupportables. Les talibans 2.0 et tout ça, c'est de la blague. Ils sont les mêmes. D'abord, c'est les mêmes. Ils ont souvent 45, 50 ans. Ils étaient déjà là il y a 25 ans. Et les pratiques sont exactement identiques. On exécute et on démembre un caricaturiste qui a caricaturé le chef taliban local. On torture à mort un chanteur populaire dans une ville au nord de Kaboul. On lapide des femmes soupçonnées d'adultère. Ils n'ont pas changé. Très important, et ils sont incapables d'exercer le pouvoir qu'ils ont pris. Et puis troisièmement, il y a donc ce jeune Massoud qui a lancé un appel à la résistance dans le Panjshir et dans l'ensemble de l'Afghanistan, enfin dont l'écho est parvenu, et qui s'est adressé, et dont l'écho est effectivement parvenu dans le reste de l'Afghanistan. Et je crois que cette résistance, elle croît en intensité, elle prend de l'ampleur. Et je suis prêt à prendre un pari ce soir devant quelques-uns d'entre vous qui sont déplacés. Ça s'appellera le Paris de Chaville. Le Paris de Chaville. Vous verrez qu'il ne faudra pas quelques mois pour qu'on entende parler de cette résistance afghane et de sa capacité à accomplir des coups d'éclat.
Voilà. On en forme le vœu chaleureux avec vous ce soir. Oui, Ouais. mais vous verrez, le jeune Ahmad Massoud, donc le fils du commandant Massoud, a eu un mot qui je crois, est assez beau. Quelques jours après la chute de Kaboul, les talibans multipliaient les messages sur Twitter disant et sur les réseaux sociaux que le Panjshir s'était rendu. Et que lui, Massoud, et on a eu une conversation téléphonique que j'ai rendue publique, qui a été publiée, je ne sais plus, dans des tas de journaux. Et il avait cette phrase, il a dit, voilà, je suis le fils du commandant Massoud, et le mot, ce que j'ai demandé, mon cher Ahmad, est-ce que c'est vrai que you surrender? Et il dit, the word surrender is not part of our dictionary. C'est une très belle phrase, évidemment. Pas dans le vocabulaire familial. Et je crois que c'est vrai. Donc, voilà où on en est. Alors, et vous savez, au fond, les choses ne sont pas comparables, hein, bien sûr. Rien n'est jamais comparable, et puis, encore plus là. Mais enfin, quand un général français quitte le territoire national, part à Londres, lance un message sur une radio que très très peu de gens ont entendu, qui s'appelle le général de Gaulle, et qui dit « Je suis la France », il est à Londres, blacklisté, pas maltraité par le pays hôte, par Churchill, etc. Et il continue à dire « La France, c'est moi », toute chose inégale par ailleurs, c'est pas très différent de ce jeune Panjshiri qui dit l'Afghanistan, c'est moi. Donc l'histoire universelle, c'est parfois comme ça. L'honneur et l'avenir reposent parfois sur les épaules de quelques-uns. Alors nous avons tracé évidemment déjà un fil de résistance au travers de ce film merveilleux qu'on peut appeler chacun de nos auditeurs à voir s'ils ne l'ont pas déjà fait, une autre idée du monde. On ne peut pas évoquer dans le cadre de cette conversation l'ensemble des scènes que vous y avez tournées avec vos équipes. Vous vous rendez notamment sur l'île de Lesbos, vous vous rendez encore dans d'autres endroits qu'on va laisser de côté dans le cadre de cette conversation pour aussi donner la parole à notre public. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser, mais encore deux choses peut-être à évoquer avec vous. Cette conversation absolument fascinante que vous avez avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est l'actuel président de l'Ukraine libre, vous avez beaucoup fait pour les Ukrainiens, Volodymyr Zelensky. C'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que vous avez toujours suivi, ancien comique devenu responsable politique. Alors lui, il est entré vraiment dans le costume présidentiel, et vous êtes dans son bureau, vous êtes avec votre ami Gilles Herzog dans son bureau présidentiel à Kiev, et vous parlez de Poutine, l'un des 5 rois. Il vous dit, mais Poutine, c'est un homme qui n'a pas de regard. Est-ce que c'est pas ça la définition, au fond, de ces nouveaux tyrans qui tyrannisent la planète? Ce sont des hommes sans regard. Oui, est-ce que dans cette scène, ce qu'ignore peut-être Zelensky, et que j'ai réalisé en le quittant, c'est que quand il me dit ça, quand il me dit quand vous êtes face à un homme, il y a toujours quelque chose dans ses yeux, il y a de l'intelligence, de la bêtise, de la haine, de la passion. De la passion, de la fatigue, de tout ce qu'on veut, des émotions. Il se passe quelque chose. Et il dit en effet, Poutine, il n'y a rien. Et cette phrase, je me suis dit, je l'ai déjà entendue quelque part. Et plusieurs semaines après, ça m'est revenu. Elle est dans un chef-d'œuvre de la littérature de guerre, qui est le Caput de Malaparte, à propos du gouverneur ou pas le gouverneur, à propos de Ante Pavelić, d'ailleurs, je crois, le dictateur croate. Donc voilà, c'est peut-être une définition d'un tyran totalitaire. C'est possible. Voilà, de Malaparte à Zelensky. C'est pas impossible. Alors, toute dernière question. Vous n'êtes pas le genre à surrender, pour reprendre la phrase que vous citiez à l'instant, vous n'êtes pas le genre à vous rendre, vous n'êtes pas le genre à baisser les bras. Visiblement, vous n'êtes pas fatigué de crapahuter aux quatre coins du monde, comme disent mes confrères. Ça vous plaît. Visiblement, témoigner de la misère des hommes, des malheurs des hommes,
c'est quelque chose qui est au cœur de votre logiciel, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce processus de retrait criminel des États-Unis, la France, en petit, elle fait la même chose au Sahel, quand elle plie bagage et quand elle fait la leçon aux Maliens, en disant maintenant, l'État malien, c'est fini mon travail, on se met au boulot. Non, c'est pas la même chose. La France ne s'est pas retirée au Mali, elle a réduit son dispositif. Elle réduit la voilure, hein. Elle a réduit la sacrément, voilure. hein. Oui, oui. Donc il y a aussi un isolationnisme français. Hein. Non, non, c'est pas un isolationnisme, je suis pas d'accord. Non, non, il n'y a pas ce côté fermer la porte et jeter la clé de l'Afghanistan. Non, non, il y a des opérations. C'est peut-être plus hypocrite. C'est peut-être plus hypocrite. Non, c'est peut-être plus efficace. Il y a eu encore la semaine dernière l'élimination d'un dirigeant particulièrement dangereux d'Al-Qaïda. C'est pas sûr. Et faire la leçon aux Maliens, moi je suis pour que les gens se fassent la leçon les uns les autres. Hein, moi je suis pour faire la leçon aux Français quand les Français le méritent, pour faire la leçon aux Américains s'ils le méritent, et aux Maliens quand ils le méritent aussi. Macron n'est pas totalement tort non plus. Non, non, non. Je crois qu'il faut être là-dessus. Alors après, que notre pays ne soit pas épargné par le vent isolationniste et souverainiste qui plane sur la planète, c'est sûr. Que fasse des progrès l'idée, à mes yeux abjecte, que le destin de l'humanité, c'est des humanités séparées, fermées les unes sur les autres comme des monades sans portes et fenêtres, etc. Oui, ça c'est vrai que ça s'appelle le souverainisme, ça s'appelle l'idée que le droit et le juste sont des catégories qui ne doivent opérer qu'à l'intérieur d'un espace national et que ce qui se passe au-delà, on en a rien à foutre, que cette idée-là, abjecte, progresse aussi en France, c'est évident. Et ça, on est en train d'en avoir des exemples dans le débat public et dans ce qui s'annonce de la campagne présidentielle. Mais je crois qu'on n'y est pas encore et que les forces qui y résistent sont encore vaillantes. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, tant que je trouverai des producteurs ou des productrices pour m'accompagner, tant que je trouverai des partenaires pour m'aider, comme la région Île-de-France, ou France Télévisions, et m'accompagner dans ce genre d'entreprise et d'aventure, ben je continuerai en attendant que le vent tourne. Voilà. Will not surrender. Merci infiniment, Bernard-Henri Lévy. On vous applaudit pour cette passionnante conversation et on vous applaudit encore plus pour ce film si nécessaire, une autre idée du monde, qui est un film d'un extrême courage. Le moment est venu, alors, pour répondre, d'instaurer un face-à-face avec chacun d'entre vous. Vous avez sans doute beaucoup de questions à poser à Bernard-Henri Lévy. Nous n'avons pas évoqué toutes les scènes de ce film, ni même tous les théâtres d'opération où il s'est rendu avec son équipe, avec ses équipes, mais on va essayer de compléter justement ce qui reste encore imparfait dans ces échanges qui ont duré une cinquantaine de minutes. Donc je pense qu'il y a des micros qui doivent circuler sur les